une nuit sans lune, un manoir figé dans le silence, et quelque part entre les murs, une vérité oubliée qui attend son heure. Certains secrets ne brûlent pas, ils couvent. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Il était un peu plus de 10 heures du matin, lorsque Poirot me tendit, sans mot dire, une enveloppe d'un beige épais et jauni, scellée avec une cire rouge que le temps avait ébréchée. Je reconnus immédiatement cette écriture précise, académique, comme gravée au compas. Elle appartenait à nul autre qu'Émile Brémond, ce grand archéologue français que nous avions croisé à plusieurs reprises dans les cercles les plus érudits de Londres. « Une vieille connaissance ?» dis-je en haussant les sourcils. « Et que vous veut-il, notre savant reclus ?» Poirot hocha lentement la tête, les yeux rivés à la lettre qu'il tenait maintenant ouverte. Il la relut en silence, fronçant à peine les sourcils, avant de la plier soigneusement et de me la tendre. « Mon ami, » murmura-t-il, « le professeur semble troublé. Il évoque des ombres anciennes et des mots qui ne peuvent être écrits. » Il nous prie instamment de venir, sans délai, dans son manoir familial, situé près de Rouen. Et vous comptez répondre à cet appel? Ce n'est pas une invitation mondaine, Hastings. C'est un aveu déguisé. Un homme comme Émile n'écrit pas à Hercule Poirot à la légère. Je me tue, sentant déjà dans l'air cette tension particulière, cette odeur indéfinissable de mystère naissant. « Très bien, » dis-je enfin, « j'irai où vous irez. » Et c'est ainsi qu'une lettre venue du passé allait nous conduire au seuil d'un manoir où les cendres d'un autre temps n'avaient jamais cessé de brûler. Le train filait vers la Normandie, à travers une campagne encore engourdie par l'hiver. Poirot, installé face à moi, contemplait le paysage sans vraiment le voir. Il n'avait prononcé que quelques mots depuis le départ de la gare Saint-Lazare. Je savais qu'il réfléchissait. Il le faisait toujours ainsi, en silence, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixe, l'esprit loin devant le corps. « Vous semblez préoccupé, » lui dis-je. « Ce n'est pas de la préoccupation, Hastings, mais un pressentiment. Brémond n'est pas homme à dramatiser sans raison. Il a toujours eu un esprit rationnel, presque sec. » Je hochai la tête. Et pourtant, le ton de sa lettre, justement, c'est ce ton inhabituel, cette absence de faits concrets, qui me trouble. Lorsqu'un homme de science écrit en métaphore, il faut craindre que la vérité soit devenue indicible. Un long silence suivit. Seuls les crissements du train sur les rails ponctuaient nos pensées. Je sentais, sans pouvoir l'expliquer, que ce voyage serait différent. Non pas une simple visite de courtoisie, mais le prélude à quelque chose de plus sombre, de plus profond. Le manoir des Brémond nous apparut au détour d'un chemin bordé de chênes noueux, tel un mausolée oublié. La façade, jadis blanche, portait la patine du temps. Les volets, mi-clos, semblaient retenir leur souffle. Tout respirait l'immobilité et le retrait. Un domestique à l'air sévère nous accueillit, sans un mot de trop, et nous guida jusqu'au grand hall d'entrée. Là, tout semblait figé. Le tic-tac d'une horloge ancienne battait un rythme pesant. Les murs portaient des portraits aux regards effacés. Poirot observe les lieux avec son œil acéré, mais ne dit rien. Il effleura le bois sculpté de la rampe, toucha du doigt une épaisse tenture. Ses moustaches frémirent à peine. « Il y a ici, » murmura-t-il à mi-voix, « une mémoire lourde, trop lourde. » Je ne répondis pas. Moi aussi, je sentais comme une main invisible posée sur mon épaule, un frisson sans cause. Le professeur Brémond n'était pas encore apparu, mais déjà, le manoir parlait pour lui. Et ce qu'il disait était tout sauf rassurant.
Ce fut au salon que nous rencontrâmes les autres invités. Ils étaient 5, installés autour d'un feu trop vif pour la saison. Il y avait Claire Brémond, la nièce du professeur, une femme élégante à la beauté distante. Son regard ne s'attardait sur personne. À ses côtés, un homme d'un âge similaire que l'on nous présenta comme Monsieur Lenoir, botaniste et ami de longue date de la famille. Il parlait peu mais observait beaucoup. Un peu plus loin, Jean Delbray, ancien secrétaire du professeur, nerveux, la mâchoire crispée à chaque silence. Enfin, une femme aux cheveux noirs, discrète, nommée Aïcha, présentée simplement comme employée de maison. Le dîner fut servi dans une salle froide, aux murs chargés de toiles orientales. Les conversations s'enchaînaient, mais sans chaleur. Chaque phrase semblait peser, chaque regard retenu. Poirot, quant à lui, demeurait attentif. Il parlait peu, mais ses yeux allaient de l'un à l'autre avec la précision d'un horloger examinant un mécanisme. « Vous sentez-vous à votre place, ici, mon ami ?» me demanda-t-il soudain, à mi-voix. « Je ne suis même pas sûr que les membres de cette famille se sentent à la leur, répondis-je. Et en vérité, je n'aurais su mieux dire. Après le repas, nous fûmes invités à reprendre place dans le salon. Le feu crépitait toujours dans l'âtre. C'est alors que je vis Poirot se pencher légèrement en avant, l'œil fixé sur un tapis clair, presque blanc, posé devant la cheminée. « Curieux » murmura-t-il. Je suivis son regard. Une tache sombre, presque imperceptible, se devinait sur le tapis ivoire. À peine avions-nous eu le temps de l'apercevoir qu'une femme entra, la gouvernante, sans doute, munie d'une brosse et d'un chiffon humide. Elle frotta la tache avec hâte, presque avec agitation. Poirot l'observa longuement, sans dire un mot. « Pourquoi ce zèle à cette heure ?» chuchotai-je. « Ce n'est pas du zèle, Hastings, c'est un rituel. Elle ne nettoie pas un accident. Elle efface une mémoire. » Je frissonnais, sans savoir pourquoi. Le feu semblait soudain plus chaud, plus insistant. « Il y a des cendres, » dit Poirot très doucement, « que l'on tente de faire disparaître, mais qui reviennent toujours. » Le silence, cette nuit-là, était absolu. Même les planchers du vieux manoir semblaient retenir leurs gémissements. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Chaque craquement dans le couloir, chaque battement d'horloge me tenait en éveil. Je finis par me lever et trouvai Poirot installé dans un fauteuil près du feu, toujours vêtu de sa robe de chambre impeccable. Il me fit signe de m'asseoir. « Cette maison, Hastings, elle a des choses à dire, et vous comptez les lui faire avouer. Je n'ai rien à lui imposer, ce sont ses occupants qui parleront, tôt ou tard, sous la pression du remords, de la peur ou du destin. » Je restai un moment en silence, puis je lui demandai « Vous pensez qu'un crime a déjà eu lieu ?»« Non, mon ami, » dit-il lentement, « mais je pense qu'il s'est déjà trop tu. » Il jeta un regard au tapis désormais propre. Une cendre volage s'éleva dans l'air et disparut. Ce fut notre première nuit au manoir des Brémond, et aucun de nous ne dormit vraiment. Ce fut un cri aigu, presque irréel, qui nous tira brusquement de notre demi-sommeil. Il perça le silence du matin avec une intensité qui ne laissait aucun doute. Quelque chose de grave venait de se produire. Je fus le premier à quitter ma chambre, encore en robe de chambre, et à descendre les marches, suivi de près par Poirot, parfaitement réveillé malgré l'heure précoce. Dans le salon, la gouvernante, pâle comme un linge, tremblait de tout son corps, figée au pied du fauteuil où reposait, immobile, le professeur Émile Brémond. Il était vêtu comme la veille, assis dans la même position que nous l'avions quitté, mais la tête penchée de côté, la main encore posée sur l'accoudoir. À ses pieds, une tasse brisée
et une flaque pâle s'étendait sur le tapis. Poirot s'agenouilla brièvement, observa sans toucher, puis se releva avec une gravité mesurée. « Appelez la gendarmerie », dit-il simplement. Le visage de la gouvernante se crispa davantage, et elle hocha la tête sans un mot. Le reste de la maison se réveillait, l'un après l'autre, au rythme des pas précipités, des murmures étouffés, des portes ouvertes à la hâte. Le jour se levait, gris et muet, et dans le grand salon, la mort s'était installée sans fracas. L'inspecteur Darnay, dépêché depuis la petite ville voisine, était un homme robuste, au regard franc, mais dont la hâte trahissait le désir d'en finir au plus vite. Il observe le corps du professeur avec une expertise routinière, questionna brièvement la gouvernante, toujours bouleversée, puis prit quelques notes sur un calepin élimé. « Arrêt cardiaque », dit-il en haussant les épaules. Un homme de cet âge, avec ce train de vie. Rien de plus naturel. Poirot, qui était resté en retrait, s'approcha lentement. « Rien, dites-vous ? Vraiment rien de singulier. » L'inspecteur fronça les sourcils, visiblement irrité par la question. Une tasse, un fauteuil, une mort sans lutte, et pas la moindre trace de blessure. Que voudriez-vous voir de plus, monsieur Poirot ? Parfois, répondit doucement mon ami, ce que l'on ne voit pas est plus éloquent que ce que l'on croit voir. Mais Darnay n'était pas homme à se laisser troubler par des énigmes philosophiques. Il rédigea son rapport, expédia quelques consignes et nous laissa, persuadés d'avoir fait ce qu'il fallait. Moi-même, je doutais encore. Mais Poirot, lui, paraissait déjà convaincu que la vérité n'avait pas été dite. Une fois le corps emporté et le salon déserté, Poirot demeura seul un moment, pensif devant le fauteuil vide. Je le retrouvai une demi-heure plus tard, penché sur le tapis d'ivoire, ses doigts gantés effleurant le bord de la tache encore visible. « Regardez, mon ami, » dit-il. « Ce tapis a été frotté, récemment, et pas seulement pour la tasse brisée. Je m'agenouillai à ses côtés, scrutant le tissu. Il avait raison. Une partie semblait détrempée, comme si l'on avait tenté d'y effacer quelque chose, peut-être de la cendre, encore une fois. « Cela ne vous frappe-t-il pas, Hastings ?» demanda-t-il en se relevant. « Pourquoi nettoyer aussi rapidement, avec autant de soin, une simple trace de tisane ?» Je haussai les épaules. Poirot se dirigea ensuite vers la fenêtre entr'ouverte. Le froid entrait en filet, mais ce fut l'absence d'empreinte sur le rebord qui le fit froncer les sourcils. « Elle était ouverte au moment de la mort, » dit-il, « mais aucune trace de courant, aucun rideau déplacé. Qui l'a ouverte et pourquoi ?» Puis son regard s'arrêta sur le bureau du professeur. Un petit espace, à droite de la lampe, semblait vide, comme si un objet familier y avait toujours reposé. « Son carnet rouge, » murmura Poirot. « Il n'est plus là. » Vous saviez qu'il tenait un carnet ? Oh, oui. Le professeur notait tout. Sa mémoire était redoutable, mais son besoin d'ordre plus grand encore. Je sentis, à cet instant précis, que la mort du professeur Brémond n'était pas un simple épisode tragique. C'était le premier mouvement d'un mystère bien plus ancien et bien plus soigneusement dissimulé. Plus tard, alors que nous prenions un thé dans la salle à manger vide, je m'entendis prononcer une phrase que je crus anodine. Il buvait toujours la même tisane, vous savez. La gouvernante me l'avait dit hier soir. C'était la cuisinière qui l'a préparée. Poirot s'arrêta de remuer son sucre. Il me fixa. « Vous êtes certain de cela ?» Elle l'a mentionné en passant, oui. Le professeur ne buvait jamais de vin, pas même au dîner. Uniquement cette tisane aux herbes, chaque soir. Il se leva sans un mot et sortit de la pièce. Je le suivis jusqu'aux cuisines,
où il interrogea la cuisinière d'un ton à la fois aimable et direct. Elle confirma. Une tisane de plantes, préparée avec soin, déposée dans le salon vers 22 heures. « Personne d'autre n'y touche, dit-elle. Le professeur tenait à ce qu'elle soit tiède, jamais trop chaude. Je la préparais toujours de mes mains. » Poirot hocha la tête, comme s'il classait l'information dans un tiroir mental. Puis, en me regardant fixement, il ajouta « Une infusion aux herbes. Voilà une boisson bien commode. Elle peut guérir, apaiser ou dissimuler. » Nous retournâmes dans le bureau du professeur en fin d'après-midi, lorsque les allées et venues des domestiques avaient cessé. Le silence régnait à nouveau dans le manoir, comme si chaque pièce attendait quelque chose, ou redoutait une révélation. Poirot ouvrit les tiroirs avec précaution. Rien n'y avait été déplacé de manière brutale, mais un vide planait. L'espace à droite de la lampe, celui qu'il avait remarqué plus tôt, trahissait l'absence d'un objet familier. « Il rangeait toujours son carnet ici », affirma Poirot. C'était un petit carnet rouge à spirale noire. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Il y notait des choses personnelles, mais aussi des observations sur ses recherches. Je regardais autour de moi. Quelqu'un l'a pris. Évidemment, Hastings. Et ce quelqu'un ne pouvait être qu'une personne ayant accès à ce bureau, sans éveiller les soupçons. Il s'interrompit, se pencha, et ramassa un objet presque invisible, un petit morceau de papier, déchiré, au coin brûlé. Sur ce fragment, à peine lisible, était écrit au crayon « Pas oublié, Alep, 1928 ». Poirot le contempla longuement. Puis il rangea le fragment dans son portefeuille, avec une délicatesse particulière. Quelque chose a commencé là-bas, quelque chose que notre professeur a ramené ici, en silence. Le nom d'Alep flottait dans mon esprit comme un écho venu d'un autre siècle. Il y avait quelque chose de profondément incongru à évoquer cette ville ancienne, au cœur de ce manoir normand si fermé sur lui-même. « Vous croyez qu'il y a un lien avec ces anciennes expéditions ?» demandai-je. « Je ne crois pas, Hastings, je suis certain. Alep, 1928. » C'était l'année de son voyage le plus controversé. Il avait découvert une série d'artefacts dans une région disputée, entre deux tribus locales. Il y eut des tensions, des morts même. Et ce voyage ne figure dans aucun de ses livres, notai-je. Justement, il l'a toujours tu. Même dans ses conférences, il n'en parlait qu'à demi-mot, comme si quelque chose l'y avait marqué plus que de raison. Je le vis fouiller les étagères de la bibliothèque. Derrière un dictionnaire usé, il trouva un carnet relié de cuir brun. Il l'ouvrit, feuilleta lentement. À l'intérieur, une série de croquis, des urnes, des stèles, un visage gravé dans la pierre. Mais surtout, à la dernière page, une phrase manuscrite. « Ce qui est enfoui ne le reste jamais. » Poirot ferma le carnet. Il y a dans cette maison une vérité ancienne, une vérité que le feu n'a pas entièrement consumée. Et, dans ce silence pesant, je compris que notre enquête ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Poirot exprima le désir d'échanger quelques mots avec mademoiselle Isabelle Brémond. Nous la trouvâmes dans la bibliothèque, élégamment vêtue malgré l'heure matinale, feuilletant distraitement un livre dont elle ne tournait jamais les pages. « Mademoiselle, dit Poirot d'une voix douce, vous devez être fort éprouvée par la perte de votre oncle. » Elle releva les yeux, sans réelle émotion. Le professeur Brémond était un homme distant, monsieur Poirot. Respectable, bien sûr, mais nous n'avions guère de rapports affectifs. Pourtant, vous viviez sous son toit. Elle haussa une épaule délicate. J'y réside depuis la mort de mes parents. Ce manoir est la seule chose qui me reste. Ou me resterait, selon ce qu'il a bien voulu écrire dans son testament. Poirot ne releva pas immédiatement.
Il s'approche de la fenêtre. Vous saviez qu'il tenait un carnet personnel? Oui, il écrivait sans cesse. Mais il gardait ses notes pour lui. J'ignore ce qu'il y consignait. Il a été subtilisé, fit remarquer Poirot, sans lever les yeux. Elle cligna des paupières, imperceptiblement. Peut-être l'a-t-il brûlé. Il faisait souvent cela. Quand nous la quittâmes, Poirot me souffla à l'oreille. Cette femme calcule tout, même sa douleur, et je crois que le feu, dans cette maison, n'a pas seulement consumé du papier. Armand Duprat nous attendait dans le jardin d'hiver. Il tenait entre les doigts une branche de digital pourprée, qu'il tournait lentement comme un chapelet végétal. « Ah, monsieur Poirot, vous voilà donc à jouer les enquêteurs dans notre petite tragédie familiale? Un décès inattendu est rarement une simple tragédie, monsieur Duprat. » Il esquissa un sourire las. Émile n'était pas un homme aimé. Respecté, oui. Admiré, parfois. Mais aimé, non. Même dans le désert, il inspirait davantage l'obéissance que l'affection. Vous étiez avec lui en 1928, je crois, lors de l'expédition à Alep. Duprat fronça les sourcils. J'y ai participé, oui, jusqu'à ce qu'on me remplace par un certain Victor Lemoine. J'avais osé contester une de ses datations. Une querelle scientifique, rien de plus. Poirot s'approcha d'une étagère chargée de plantes en pot. Cette digitale, c'est une plante redoutable, n'est-ce pas? Duprat ne broncha pas. Comme toute chose puissante, elle soigne, ou elle tue. Vous la cultiviez déjà à l'époque. Depuis toujours, c'est mon domaine. En sortant, Poirot me dit, pensif, « L'amertume de ce monsieur est aussi tenace que l'arôme de ses plantes, et j'ai rarement vu une fleur parler aussi clairement d'un homme. » Victor Lemoine, le secrétaire du défunt, nous reçut dans son bureau, une petite pièce encombrée de papiers mal classés. L'homme avait le teint gris, les doigts agités, et l'œil qui fuyait. « Je suis navré, messieurs. La mort du professeur m'a bouleversé. » Poirot s'assit sans un mot, laissant planer un silence pesant. « Vous avez été à son service pendant combien de temps? 11 ans, monsieur Poirot. J'ai tout organisé. Ses archives, ses conférences, sa correspondance. Il était exigeant, mais brillant. En 1928, vous étiez déjà à ses côtés. » Il secoua la tête vivement. « Non, c'est après. J'ai pris la place de monsieur Duprat. Il y avait eu un désaccord entre eux. » « Que savez-vous du carnet rouge? » Le moine blêmit. Il écrivait des choses que je ne comprenais pas. Parfois des noms, des phrases. Je n'y touchais jamais. Poirot se pencha légèrement. « Vous semblez nerveux. Craignez-vous quelque chose, monsieur le moine? » L'homme se leva, presque brusquement. « J'ai vu des choses, mais je n'ai rien dit. Et maintenant, il est mort. » Il n'ajouta rien d'autre. En quittant la pièce, Poirot me confia. « Il a peur, Hastings, mais pas de moi. Il craint que la vérité, après toutes ces années, finisse par l'écraser comme une faute jamais confessée. » Ce fut dans la cour, près du puits de pierre, que nous trouvâmes Aïcha. Elle nettoyait des pots de cuivre, concentrés, presque invisibles. Poirot s'approcha avec une douceur inhabituelle. « Vous étiez enfant, n'est-ce pas, lors de l'expédition d'Alep? Votre père, si je ne m'abuse, était l'interprète du professeur. » Elle releva la tête, lentement. Ses yeux sombres croisèrent ceux de Poirot sans crainte, mais avec un poids que seuls ceux qui savent garder les secrets peuvent soutenir. « J'avais 8 ans, monsieur. Je me souviens des nuits et des flammes. Vous vivez ici depuis longtemps? Depuis la mort de mon père, le professeur m'a ramené en France. Il disait que c'était une dette. » Poirot hocha la tête. « Une dette que l'on préfère taire plutôt que régler. » Elle ne répondit rien.
mais son regard se durcit. « Que savez-vous du carnet rouge ?»« Je l'ai vu. Il écrivait souvent après minuit, quand le feu était encore vif. Vous l'avez vu le soir de sa mort ?» Un silence. Puis, « Non, mais j'ai senti l'odeur. Ce n'était pas la tisane, c'était autre chose. » Poirot lui fit un léger signe de tête. « Merci, mademoiselle. Vous avez déjà dit beaucoup. » Quand nous repartîmes, je me retournai une dernière fois. Aïcha était toujours là, immobile, les mains couvertes de cendres. Elle n'avait pas besoin de mots pour porter le poids du passé. En fin d'après-midi, Poirot me demanda de le rejoindre dans la petite pièce attenante à la bibliothèque, un ancien cabinet de travail que personne ne semblait utiliser. Il tenait entre les mains un carnet à la reliure usée, couvert d'une fine couche de poussière que l'on n'avait manifestement pas osé déranger depuis des années. Je l'ai trouvé derrière un atlas du Levant, glissé entre deux volumes comme on dissimulerait une lettre compromettante. Je pris place à ses côtés, tandis qu'il ouvrait le carnet. Ce n'était pas le fameux carnet rouge, mais un journal de bord rédigé dans une encre pâlie, à l'écriture nerveuse. Les premières pages évoquaient des détails de l'expédition de 1928, les températures, les sites de fouilles, les objets découverts. Mais plus loin, le ton changeait. D'après mai, l'incident, incompréhensible, et pourtant, l'avertissement était clair. Trais prezes mei, il est mort cette nuit. On parle d'une chute, mais c'est faux. J'ai vu ce regard. Kstronakteog Vietna, le professeur a dit qu'on ne devait rien dire. Il est des vérités qu'on enterre mieux que les artefacts, a-t-il dit. Poirot referma doucement le carnet. Voilà donc le nœud. Un jeune homme est mort. Et ce n'était pas un accident. Le professeur a bâti sa carrière sur le silence. Je restai un instant sans voix. Vous pensez que l'un des survivants de l'expédition s'est vengé? Non, Hastings. Je pense que quelqu'un pleure encore un frère, un fils, ou une faute. Et le carnet, fragile vestige d'un désert lointain, devenait soudain une mèche allumée dans une pièce saturée de secrets. Le soir venu, alors que la brume s'installait sur les jardins, Poirot s'attarda longuement devant la cheminée du salon. Le feu y brûlait encore, ardent, presque artificiel dans une maison où le printemps s'annonçait. « Ce feu est une énigme, Hastings, » dit-il doucement. « Il est entretenu sans relâche, jour et nuit. Et chaque matin, les cendres sont balayées, comme si elles portaient une honte. » Je haussai un sourcil. « Vous pensez qu'il s'agit d'un rituel? Pas un simple confort, en tout cas. Il y a ici une volonté d'effacer. Mais effacer quoi? Un souvenir? Un acte? Une odeur? » Il se pencha, observa les braises avec une précision chirurgicale. L'odeur, oui, le feu couvre l'odeur. Je m'approchai à mon tour. Il y avait dans l'air un parfum discret, boisé, mais autrefois familier. Quelque chose de plus ancien que le bois lui-même. Un feu perpétuel est une mémoire que l'on tente de dompter, Hastings. Une manière de veiller sur le passé, ou de l'empêcher de revenir. Et dans cette chaleur feutrée, je sentis, sans pouvoir l'expliquer, que la vérité rôdait tout près, invisible, mais vivante. Le lendemain matin, le silence du manoir fut troublé par une scène d'une rare intensité. Victor Lemoine, d'ordinaire si discret, s'était emporté lors du petit déjeuner. Une phrase avait suffi, une remarque de Duprat sur les fouilles, pour faire éclater quelque chose de contenu depuis longtemps. « Vous n'étiez pas là quand il est mort ?» s'était-il écrié. « Vous ne savez rien. » Poirot n'avait pas bronché. Il s'était tourné vers Lemoine, le regard plus doux que sévère. « Vous parlez de l'assistant, n'est-ce pas? Celui dont le nom n'apparaît dans aucun rapport officiel ?» Lemoine, livide, s'était rassis, tremblant. «
Il a chuté dans une faille, mais il n'aurait pas dû y être seul. On l'y a envoyé. Pas de réponse, seulement ce silence coupable, pesant. Plus tard, en aparté, Poirot me confia. Il ne s'agissait pas d'un simple accident, Hastings. Il y a eu décision, un choix délibéré, et ce choix hante toujours les murs de cette maison. Je sentais que nous approchions d'un point de rupture. Le passé, si longtemps contenu, avait cessé de dormir, et nous, sans le savoir, marchions déjà sur des cendres encore tièdes. Il était encore tôt lorsque Poirot exprima le souhait de revoir mademoiselle Isabelle Brémond. Nous la trouvâmes dans la galerie du premier étage, devant un portrait austère de son grand-père, le patriarche de la famille. Elle se retourna à notre approche, le port droit, les bras croisés, avec une élégance étudiée. « Monsieur Poirot, dit-elle d'un ton neutre, je suppose que vous avez encore des questions ? » « Toujours, mademoiselle, et parfois les réponses viennent moins des faits que des silences. » Elle haussa un sourcil. « Je vous écoute. » Poirot l'observa longuement avant de parler. « Vous étiez au courant que votre oncle avait récemment fait modifier son testament ?» Elle blêmit à peine, mais son regard se durcit. Je savais qu'il réfléchissait à certaines dispositions. Il m'avait parlé de vouloir faire un legs à une fondation syrienne. Et cela vous inquiétait-il? Ai-je une raison d'être inquiète? Poirot sortit de sa poche un relevé bancaire, trouvé dans les papiers personnels du professeur, et le lui montra. Un virement récent pour couvrir une dette d'honneur au nom de votre société. L'écriture est la vôtre, je crois. Elle croisa les bras plus fermement, le menton levé. Ce n'est pas un crime que de demander de l'aide à sa famille, monsieur Poirot. Non, mais cela devient un mobile, si l'on pense perdre cet appui. Elle ne répondit rien. Et pourtant, je vis dans ses yeux une peur nue, brève, aussitôt dissimulée derrière une assurance retrouvée. Poirot me glissa en sortant. Elle est trop fière pour supplier, mais trop acculée pour rester passive. Victor Lemoine, que nous trouvâmes cette fois dans l'ancienne salle des archives, paraissait encore plus nerveux que la veille. Des feuillets froissés traînaient autour de lui, comme s'il avait tenté de mettre de l'ordre dans un désordre qu'il ne contrôlait plus. Poirot le salua poliment, puis, sans détour. « Monsieur Lemoine, permettez-moi une question directe. Avez-vous, oui ou non, modifié certains contrats liés aux dons archéologiques du professeur Brémond ?» Il sursauta, la main crispée sur une page. « C'est absurde. Et pourtant, voici un contrat daté de 1930, stipulant la remise d'objets à l'Institut oriental de Paris. Et ici, un autre document, daté de 1932, mentionnant les mêmes objets donnés à un collectionneur privé à Bruxelles. Le moine devint livide. Je n'ai fait que retranscrire ce qu'on me dictait. Le professeur voulait éviter certains impôts, et puis certains objets. Ils n'étaient pas censés exister, pas officiellement. Vous parlez des artefacts d'Alep ? Il recula d'un pas. Ce n'était pas à moi de juger. Il avait ses raisons. Moi, je suivais les ordres. Poirot ramassa un des feuillets tombés à terre. Une liste d'objets, barrés à l'encre noire. Certains noms portaient des annotations. Disparus, donnés, perdus dans l'incendie. « Le feu », murmura Poirot, encore lui. Toujours lui. En sortant, il ajouta « Ce pauvre homme n'a pas la carrure d'un meurtrier, mais celle d'un complice résigné. » Peut-être. Nous nous rendîmes ensuite dans la serre, vaste et humide, où Armand Duprat nous accueillit avec un calme froid. Il portait des gants de cuir fin, tachés de terre, et manipulait une plante aux feuilles violettes. « La digitale », expliqua-t-il sans qu'on lui ait rien demandé. « Belle et mortelle.
un paradoxe que j'ai toujours admiré. C'est une plante que l'on rencontre rarement dans une serre privée, remarquai-je. La mienne n'est pas privée, capitaine. Elle est un laboratoire. Chaque échantillon ici est noté, surveillé, étudié. Poirot fit le tour, mains croisées, dans le dos. Et certains peuvent tuer, je présume. Presque tous, si l'on sait s'y prendre. Il disait cela sans orgueil, mais avec une précision presque clinique. La tisane que buvait le professeur, reprit Poirot, contenait-elle quelque chose de suspect? Duprat fronça légèrement les sourcils. Il m'a un jour demandé des feuilles, de laurier rose, pour leur parfum. Je l'ai mis en garde. Il a ri. Il n'écoutait jamais. Vous en avez toujours ici? Bien sûr. Derrière vous. Poirot s'arrêta, net, puis calmement. Et si je vous disais que les symptômes décrits par le médecin légiste concordent précisément avec une intoxication au laurier rose? Duprat ne broncha pas. Cela prouverait seulement que quelqu'un, ici, connaît ces plantes. Mais vous l'avez dit vous-même, monsieur Poirot, ce manoir est peuplé d'ombres et de mains discrètes. Je vis dans son regard, ce jour-là, non pas une peur, mais une forme de défi, comme si, lui aussi, attendait qu'on allume la dernière allumette. Ce fut peu après notre entretien, avec le botaniste, que l'enveloppe apparut. Elle avait été glissée sous la porte de notre chambre pendant notre absence, un papier gris, plié en deux, sans nom, sans cachet, simplement posé là, comme un murmure. Poirot s'en empara avec précaution. Il ne dit rien sur le moment. Il attendit d'être seul, face au feu, pour en déplier le contenu. Une seule phrase tracée à l'encre noire, d'une écriture hésitante. Les cendres de la trahison ne s'effacent pas. Pas de signature, pas d'indication, juste cette ligne, suspendue comme une énigme dans l'air figé du salon. Voilà qui est intéressant, murmura Poirot. Une menace? Demandai-je. Une confession? Ou un avertissement? Il tourna le papier entre ses doigts, le regard lointain. Ce mot n'a pas été écrit à la hâte. Il n'exprime ni panique ni vengeance immédiate. Il émane de quelqu'un qui sait et qui attend. Attendre quoi? Que nous soyons prêts à entendre ce que le feu a voulu cacher. Je frissonnais, sans savoir pourquoi. La simple mention des cendres, répétée ainsi, faisait naître en moi une sensation de malaise diffus. Poirot rangea la lettre dans sa poche. Quelqu'un, Hastings, veut que nous regardions dans la bonne direction, mais pas trop vite. Et cette lettre, discrète et silencieuse, devint aussitôt le signal que le passé ne dormait plus. La nuit suivante, je fus réveillé par le bruit discret d'un balai glissant sur la pierre. Intrigué, je descendis en silence jusqu'au salon, d'où provenait la lumière vacillante du feu. Là, je trouvai Poirot, déjà installé dans un fauteuil, bien éveillé. Il m'indiqua de ne pas faire de bruit. Dans l'ombre, à genoux, une silhouette frottait méticuleusement le tapis d'ivoire. Une brosse, un chiffon humide et une attention presque religieuse dans le geste. « Cela se répète chaque nuit », murmura Poirot, même lorsque le feu n'a rien laissé. Je reconnus la gouvernante. Elle effaçait les cendres avec une précision mécanique, comme si cette tâche n'était pas une corvée, mais un devoir. Lorsqu'elle eut fini, elle quitta la pièce sans nous voir. Poirot resta pensif un long moment. Effacer les cendres. Mais à qui profite cette obsession? À la mémoire du défunt? Ou à celui qui veut dissimuler quelque chose de plus ancien? Je regardais le tapis. À peine une trace, à peine un soupçon. Et pourtant, la répétition du geste, chaque nuit, devenait un rituel presque sacré. Ce feu, Hastings, n'est pas seulement un feu.
C'est une conscience qu'on entretient, et la main qui la nettoie n'est peut-être pas celle que l'on croit. Le lendemain, Poirot invita la gouvernante à prendre le thé avec nous, sous un prétexte de remerciement pour sa diligence. Elle s'appelait Madame Fournier, une femme sèche, d'un âge incertain, au regard direct mais prudent. « Vous serviez le professeur depuis longtemps ?» demanda Poirot. « 22 ans, monsieur, depuis son retour du Moyen-Orient. »« Vous étiez ici lors de son retour d'Alep ?» Elle hocha la tête sans mot dire. Ses mains, pourtant posées sur ses genoux, se contractèrent légèrement. « L'expédition a-t-elle laissé des traces dans cette maison, selon vous ?» Elle pinça les lèvres. « Ce n'est pas à moi de juger les choses des savants. Je m'occupe du linge et des repas. Et des cendres, » ajouta Poirot doucement. Un silence. Le professeur voulait que le feu ne s'éteigne jamais. Il disait que cela l'aidait à réfléchir. Poirot la fixa un instant. « Avez-vous lu ce carnet qu'il gardait toujours sur son bureau ?» Elle secoua la tête, mais son regard glissa légèrement vers le tapis. « Je ne lis pas, monsieur Poirot. Je nettoie. » Quand elle se leva, le silence qu'elle laissa derrière elle fut plus pesant que 1000 aveux. « Elle sait, » dit Poirot. « Pas tout, peut-être, mais elle sait. Et cela, parfois, suffit à condamner un silence. » Ce soir-là, alors que nous étions de retour dans notre chambre, je trouvais Poirot plus méditatif qu'à l'accoutumée. Il avait étalé sur la table les divers éléments de l'affaire, le fragment de papier évoquant Alep, la lettre anonyme, les 2 copies des contrats falsifiés, la liste d'objets disparus et une feuille vierge. « Alors, dis-je, vous tenez votre coupable ? Peut-être, ou peut-être est-ce le coupable que l'on veut que je voie ?» Il prit la plume et traça un nom au centre de la feuille. « Victor Lemoine, mobile, la crainte d'être exposé, opportunité totale. Il vivait ici, avait accès à tout, et il connaissait les secrets du professeur, ou du moins une partie. Et le moyen, demandai-je. Il pouvait avoir accès aux infusions, ou même à la cheminée. Il connaît le rituel. Il nettoyait parfois le bureau. Il savait ce qu'il fallait faire, et quand. Et pourtant, vous doutez. » Poirot resta silencieux. Puis il entoura le nom d'un cercle irrégulier. Trop évident, Hastings, trop ordonné. Comme si l'on avait placé chaque pièce pour moi. Et vous me connaissez. J'ai horreur qu'on essaie de me servir une vérité trop bien dressée. Je me penchai sur le schéma. Alors pourquoi l'avoir mise au centre? Parce qu'il est la clé, Hastings, mais pas forcément la serrure. Il se leva, jeta un dernier regard à la feuille. Ce que je tiens là, c'est une théorie fragile, bancale, mais tenace, comme une flamme qu'on n'arrive pas à éteindre. Il y a, dans toute maison ancienne, une mécanique invisible qui se met en marche à l'aube et s'endort bien après minuit. Au manoir des Brémond, cette mécanique avait la précision d'une horloge suisse, mais la pesanteur d'un secret ancien. Poirot, durant 3 jours entiers, se contenta d'observer. Il ne questionnait plus, ne déduisait rien à haute voix. Il suivait des yeux les allées et venues de chacun, comme s'il reconstituait une danse oubliée. « Regardez, Hastings, » me disait-il à voix basse, « voilà la nièce qui descend toujours à 9 heures tapantes, jamais avant, jamais après. Elle ne s'approche jamais du feu. Et Duprat, il passe par la serre à 8 heures, puis entre ici à 8h25 pour y déposer son manteau, jamais de cendre sur ses chaussures. Il n'entretient pas le feu. Et le moine? Lui, il fait toujours semblant d'avoir oublié quelque chose. Il entre, sort, revient. Il tourne autour du salon sans y entrer vraiment. Je hochais la tête. Ce genre d'attention aux détails m'émerveillait toujours, et pourtant... Mais à quoi cela nous mène-t-il? Au mensonge, mon ami.
Ce n'est jamais le récit qui trahit, c'est le geste, celui qu'on fait sans y penser. Et dans cette maison, les gestes étaient nombreux, mais tous ne disaient pas la vérité. Ce fut au 3e soir que Poirot m'entraîna discrètement dans l'angle le plus sombre du vestibule, d'où nous pouvions voir sans être vus. Le salon baignait dans sa lumière orangée. Le feu crépitait faiblement, et l'heure de l'entretien du foyer approchait. Le moine apparut le premier. Il jeta un regard autour de lui, s'approcha lentement, hésita à saisir la pince, puis recula. Il repartit sans rien toucher. Quelques minutes plus tard, ce fut Duprat. Il s'approcha du feu, l'observa, tapota brièvement les braises avec la pince, mais ne toucha pas au tapis. Ses gestes étaient méthodiques, presque médicaux, mais sans la ferveur maniaque que nous connaissions. Enfin, ce fut la gouvernante. Elle s'agenouilla en silence, brossa le tapis, remit du bois dans le foyer et frotta la pierre d'un chiffon précis. Poirot me glissa. C'est elle qui nettoie, mais ce n'est pas elle qui a sali. Son geste est trop automatique, trop détaché. Elle n'inspecte pas, elle exécute. Je comprenais mieux maintenant ce que Poirot traquait. Non pas une action, mais une absence de conscience dans l'action. Ce que je cherche, Hastings, c'est celui qui agit. Mais regarde ce qu'il fait. Et cette nuit-là, personne n'avait regardé le feu comme il le fallait. Le lendemain, Poirot me montra une petite boîte en fer contenant une poignée de cendres grises et fines, différente de celle du foyer. Bois d'érable, récolté ce matin dans la cour arrière. L'odeur est subtilement sucrée. Le test sera simple. Je vais l'introduire dans le feu ce soir, et nous verrons si elle reste ou disparaît. Vous voulez piéger celui qui nettoie? Pas tout à fait. Je veux piéger celui qui pense nettoyer, mais trahit son ignorance. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans un calme apparent, Poirot se leva sans bruit et versa discrètement la cendre étrangère dans le foyer, tout en la répartissant d'un geste apparemment anodin sur le bord du tapis. Puis il se rassit et attendit. « Vous croyez que cela suffira ?» chuchotai-je. « Il ne s'agit pas de quantité, Hastings. Il s'agit de fidélité. Celui qui répète un geste chaque jour saura, inconsciemment, que l'odeur ou la texture ne correspond pas. » Le piège était tendu, silencieux, élégant. Une simple variation dans la routine. Une perturbation presque invisible. Et dans cette maison, où chaque geste semblait réglé comme un métronome, même une poussière étrangère pouvait faire vaciller le mensonge. Le matin suivant, Poirot se leva plus tôt que d'habitude. Il entra dans le salon, se pencha, et m'appela aussitôt d'une voix douce mais ferme. « Venez voir, Hastings, regardez cela. » Sur le tapis, la cendre avait été balayée, bien sûr, mais une légère trace plus foncée, à peine visible, restait en bordure, et surtout, l'endroit où la cendre étrangère avait été déposée portait une irrégularité. La laine avait été frottée en cercles désordonnés, pas dans le sens habituel. « Ce n'est pas la main de Madame Fournier, » déclara Poirot. « Elle nettoie toujours de haut en bas, avec une régularité presque militaire. Alors, quelqu'un d'autre a nettoyé. Précisément, quelqu'un qui ne le fait pas d'habitude, qui a cru bien faire, mais qui ne savait pas comment. » Il désigna ensuite une mèche de fil rouge accrochée à la brosse oubliée dans un coin du salon. « Et ce fil, mon ami, vient du châle d'Aïcha. » J'ouvris la bouche, surpris. Elle? Attendons de l'entendre, car si elle a nettoyé, c'est qu'elle savait ce que les cendres risquaient de révéler. Aïcha n'opposa aucune résistance lorsque Poirot lui demanda de parler. Nous étions dans la bibliothèque, seuls avec elle. Elle se tenait droite, les mains jointes sur les genoux, le regard fixe.
Vous avez nettoyé le tapis cette nuit, n'est-ce pas? Demanda Poirot calmement. Elle hocha la tête. Madame Fournier était souffrante. Elle m'a demandé de le faire à sa place. Et vous l'avez fait. Mais vous avez reconnu quelque chose, n'est-ce pas? L'odeur, la cendre. Elle baissa les yeux, puis murmura. Ce n'était pas la même, pas celle d'habitude. Poirot attendit. Elle reprit plus lentement. Je la reconnaissais. Cette odeur, le bois d'érable, c'est ce qu'ils ont brûlé, là-bas, à Alep, lorsqu'ils ont voulu faire disparaître ce qu'il restait. Je sentis un frisson me parcourir. Poirot, lui, restait immobile, attentif. Vous étiez là, n'est-ce pas? Vous avez vu? Elle ferma les yeux. J'étais caché. J'ai vu mon père hurler. J'ai vu le professeur tenir un objet, une urne, et j'ai vu le feu. Ensuite, il m'a ramené, ici. Il a dit « Tu es ma dette ». Le silence fut total. Puis, elle ajouta « Je n'ai rien dit. Pas une fois. Jusqu'à maintenant. » Poirot resta silencieux, un long moment, après les paroles d'Aïcha. Il ne lui posa pas d'autres questions. Il se contenta de la remercier avec douceur, et nous sortîmes sans bruit de la pièce. « Elle ne ment pas, Hastings, dit-il une fois seul. Elle n'a pas tué, mais elle a vu. Et cela fait d'elle une mémoire vivante. Et cela vous suffit? Cela me donne une clé, une pièce du puzzle qu'on avait volontairement laissée dans l'ombre. Mais la serrure? Pas encore. Quelqu'un ici connaît tout. Quelqu'un qui a su manipuler les souvenirs, les objets, les cendres, pour faire croire à un certain passé. Il s'arrêta près de la cheminée, contempla le feu. Ce que nous avons découvert grâce à Aïcha, ce n'est pas un mobile, c'est un mobile ancien. Il faut maintenant découvrir qui a ravivé la flamme et pourquoi maintenant. Puis, très calmement, il ajouta « L'heure de la vérité approche, mon ami, mais elle brûlera encore avant de se laisser toucher. » Ce fut dans la matinée, sous un ciel chargé d'un gris pesant, que Poirot fit remettre à chacun des occupants du manoir une petite note, manuscrite de sa main, rédigée dans un français impeccable. Je vous saurai gré de bien vouloir vous joindre à moi dans le salon, à 17 heures précises, H. Poirot. Aucune mention de l'objet de la réunion, pas un mot de plus. Et pourtant, chacun comprit que l'heure de vérité approchait. Toute la journée, l'atmosphère fut plus pesante que jamais. Les couloirs semblaient plus étroits, les regards plus fuyants. J'observais tour à tour Isabelle Brémond relire nerveusement une lettre, Duprat s'enfermer dans sa serre, le moine déambuler sans but précis. Seule Aïcha paraissait impassible, comme si elle savait déjà ce qui allait venir. À l'heure dite, ils prirent place dans le salon. Le feu crépitait doucement. Les fauteuils étaient disposés en cercle. Poirot entra en dernier, lentement, les mains croisées dans le dos. Il ne parla pas tout de suite. Il observe chacun, dans un silence presque cérémoniel. Puis, il dit simplement « Mes amis, ce que vous avez su taire pendant des années, quelqu'un, ici, a voulu le dire à sa manière, et aujourd'hui, ce quelqu'un a tué, non sans raison, mais sans droit. » Et dans le silence qui suivit, je sentis, pour la première fois, la peur changer de camp. Poirot se mit à marcher lentement dans la pièce, s'arrêtant brièvement derrière chaque personne, avant de reprendre sa marche douce. Quand un homme meurt dans le calme apparent d'un fauteuil, avec une tisane à ses pieds et une fenêtre entr'ouverte, nous, les hommes de méthode, devons nous méfier. Car ce calme est souvent une mise en scène. Il se tourna vers le moine. « Vous avez menti, monsieur. Vous saviez que le carnet rouge avait disparu. Vous en connaissiez l'existence. Vous en craigniez le contenu. Vous avez tenté de masquer vos falsifications en fouillant les papiers du professeur après sa mort. Mais vous n'avez rien trouvé.
parce qu'il avait confié ce carnet ailleurs. Le moine blêmit, mais ne répondit rien. Poirot se tourna ensuite vers Isabelle Brémond. « Mademoiselle, vous êtes endettée jusqu'au cou. Vous avez supplié votre oncle pour un prêt qu'il vous a accordé, et puis vous avez appris qu'il comptait léguer l'essentiel de sa fortune à une institution étrangère. Cela a ravivé en vous une colère ancienne, mais pas meurtrière. Vous n'avez pas tué. Votre crime est celui du silence et de la fierté. » Puis vers Duprat. « Vous, monsieur, avez perdu un frère et gagné une haine que vous avez su dissimuler pendant des années derrière une apparente courtoisie. Mais la colère que j'ai vue dans vos yeux n'est pas celle d'un homme écarté d'un poste, c'est celle d'un homme qui attendait un moment précis. » Duprat croisa les bras, impassible. « Le moment est venu, » poursuivit Poirot. « Et vous l'avez choisi avec une précision rituelle, car ce meurtre n'était pas une impulsion, mais une cérémonie. » Poirot fit une pause. Il contempla longuement le feu, puis se tourna vers tous les invités, sa voix plus grave. « Il est temps que vous sachiez ce qui s'est réellement passé à Alep en 1928, et pourquoi ce feu, ici, n'a jamais cessé de brûler depuis. » Il sortit de sa poche une copie du journal de bord, retrouvé plus tôt, et lut. 12 mai, l'incident, incompréhensible, et pourtant, l'avertissement était clair. 13 Presses, mai. Il est mort cette nuit. On parle d'une chute, mais c'est faux. J'ai vu ce regard. Ce regard, messieurs, dames, c'est celui du professeur Brémond lorsqu'il a décidé d'étouffer une vérité. Car ce qui s'est passé là-bas n'était pas un accident. Un jeune homme est mort, sans raison. Ou plutôt, pour une raison très précise. Il avait découvert que l'un des artefacts, volés à une tribu locale, allait être revendu illégalement. Poirot posa les yeux sur Duprat. Il voulait avertir les autorités. Il croyait encore à la justice. Et Brémond, craignant que tout son travail soit compromis, a ordonné le silence et a allumé un feu pour brûler des objets et pour couvrir, peut-être, une scène plus terrible encore. Il se redressa, le regard perçant. « C'est ce feu que vous avez recréé ici, monsieur Duprat. Chaque soir, avec soin, avec fidélité. Vous l'avez entretenu comme on entretient une douleur, mais vous n'avez pas tué pour le professeur. Vous avez tué pour ce qui a été effacé. » Et dans la pièce, soudain, plus personne ne bougea. Duprat ne réagit pas tout de suite. Il resta assis, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé sur le tapis d'ivoire. « Il s'appelait Youssef, dit-il enfin, mon frère. Il était interprète pour l'expédition. C'est lui qui a vu ce que Brémond tentait de dissimuler. Et il est mort, répondit Poirot, dans des circonstances floues. Vous étiez trop jeune à l'époque pour agir, mais pas assez pour oublier. J'ai été envoyé en France, par charité, disait-il, une bourse, des études, une nouvelle vie. Et vous avez attendu. Vous n'êtes pas devenu un botaniste. Vous avez appris les plantes, les toxines. Vous avez attendu que l'homme vieillisse, qu'il baisse la garde. » Duprat hocha lentement la tête. « Je ne voulais pas tuer. Je voulais qu'il sache, qu'il ressente, une dernière fois, ce que c'est que d'avoir peur de ce qui revient. » « Et il l'a su, » murmura Poirot. « Il l'a senti dans l'odeur du feu, dans les regards. Il a su que le passé revenait. Un silence pesa de tout son poids. « Vous avez utilisé du laurier rose, n'est-ce pas ?»« Oui, c'était propre, lent. » Il s'est endormi. Poirot ne dit rien. Il s'approcha simplement et ajouta. « Ce n'était pas un meurtre de colère, c'était un jugement. Mais vous n'étiez pas juge. » Duprat ne protesta pas. Il se leva, les mains calmes. « Il avait volé la mémoire des miens. J'ai seulement voulu qu'elle revienne. » Il y eut un flottement. Poirot ne bougea pas, son regard posé sur Duprat avec cette intensité, tranquille,
qui le rendait redoutable. Puis il parla, presque doucement. Un dernier détail, monsieur Duprat. Ou devrais-je dire, monsieur Youssef Bakar. Un murmure d'étonnement parcourut la pièce. Moi-même, je me redressai, interloqué. Vous n'êtes pas le botaniste que vous prétendez être, poursuivit Poirot, sans hausser la voix. Duprat, l'ami d'enfance, est mort depuis plus d'une décennie, dans des circonstances restées floues au Maroc. Un dossier oublié, mais que mes contacts ont retrouvé. Et vous avez pris son nom, ses diplômes, son histoire, avec patience, avec méthode, et avec l'intelligence froide de celui qui attend. Le visage du faux Duprat ne trahit pas la panique. Il écoutait, comme fasciné par sa propre chute. Le poison que vous avez utilisé provient d'une plante bien spécifique, que seule une main entraînée pouvait manipuler sans danger. Le Datura stramonium. Ce n'était pas un hasard. Vous avez préparé cette infusion avec autant de soin que vous avez construit votre nouvelle identité. Ce geste, vous l'avez accompli sans trembler, car il ne vous semblait plus criminel, mais juste. Poirot marqua une pause. Vous ne vouliez pas seulement la mort du professeur, vous vouliez que sa fin soit lente, douce en apparence, mais marquée par une angoisse confuse, comme celle que votre frère a dû ressentir avant de tomber dans ce ravin, poursuivi, peut-être, par ceux qu'il voulait alerter. Le silence était désormais absolu. Vous avez tué sans haine apparente, mais avec une foi implacable dans votre justice à vous, une justice sans témoin, sauf les cendres. À ces mots, l'homme autrefois appelé Duprat baissa les yeux, et je sus, sans qu'il parle, qu'il venait de reconnaître tout ce qu'il était, et tout ce qu'il avait fait. Poirot se dirigea lentement vers la cheminée. Il y prit une pincée des cendres grises, les observa un instant entre ses doigts, puis les laissa retomber avec une légèreté presque cérémoniale. « Les cendres, murmura-t-il, ne sont jamais tout à fait mortes. Elles parlent, si l'on sait les écouter. Elles gardent la mémoire du feu, et parfois d'un châtiment. » Il se retourna vers nous. Chaque nuit, M. Bakar a entretenu ce foyer. Il a remplacé les bûches, remué les braises, balayé les cendres. Ce n'était pas un simple geste d'entretien, c'était un rite, une manière de se souvenir, et plus encore d'avertir. Je frissonnais en songeant à ces gestes, accomplis dans le silence, sous nos yeux aveugles. Il a voulu que la maison ressente ce que le désert avait absorbé, que chaque crépitement du bois brûlé évoque sans mots l'incendie originel, celui d'Alep, celui qui avait effacé un frère, un espoir, une vie. Poirot s'avança vers l'homme qui n'avait toujours pas bougé. Ce rituel n'était pas seulement pour vous, il était pour lui, pour qu'il ne soit pas oublié, pour que le monde sache, un jour, que son sang n'avait pas coulé en vain. Je vis alors une larme silencieuse rouler sur la joue de Bakar. Vous avez transformé votre deuil en feu, et votre feu en sentence. Poirot croisa les bras. Mais ce n'est pas à nous de juger. Ce que vous avez fait ne relève ni du pardon, ni de la pure condamnation. C'est une cendre entre deux souffles. Il ne protesta pas. Il ne chercha pas à fuir, ni à nier. Il se leva lentement, comme un homme qui termine une longue marche. Son regard ne rencontra celui de personne. Il resta fixé sur les flammes, comme si celles-ci détenaient encore une part de son passé. Poirot l'observa un instant, en silence, puis murmura, presque pour lui-même. Il arrive parfois que le meurtre ne soit pas un cri, mais un murmure ancien. L'homme s'approcha de la cheminée, puis se tourna vers nous. Il incline légèrement la tête, dans un geste d'une dignité étrange, puis se laissa conduire sans résistance. Aucun mot ne fut prononcé dans l'instant qui suivit. Aucun jugement, aucun adieu. Je restais là, immobile, le cœur serré.
car jamais je n'avais vu un crime si lourd, tomber avec un silence aussi pur. Et tandis que les flammes continuaient de danser, j'eus l'impression que quelque chose, peut-être une mémoire, peut-être un fantôme, venait enfin de trouver le repos. Le lendemain matin, le manoir paraissait méconnaissable, non pas que les meubles eussent changé de place, ni que les portraits eussent disparu des murs, mais quelque chose d'impalpable avait quitté les lieux. Un souffle, un poids ancien, un secret contenu dans les murs mêmes de cette demeure, semblait s'être dissipé. Poirot descendit tard. Il s'était accordé un repos rare, après tant de nuits d'observation, de déductions silencieuses et de réflexions intimes. Je le retrouvai dans la bibliothèque, une tasse de chocolat chaud à la main, l'œil calme, presque mélancolique. « Tout est à sa place, mon ami, » dit-il simplement, « et pourtant, plus rien n'est comme avant. » Je compris ce qu'il voulait dire. Le passé avait enfin parlé, non par vengeance bruyante, mais par une révélation maîtrisée, presque pudique, et cela avait suffi à rendre leur vérité aux morts et leur paix aux vivants. Dans le hall, on avait déjà commencé à décrocher les décorations florales du bal. Les pétales fanés jonchaient le parquet, vestige dérisoire d'une nuit interrompue par la justice. Les rires fins, les regards échappés, les danses inachevées, tout semblait avoir appartenu à une époque soudainement révolue. Ce manoir a été purgé, souffla Poirot, non par l'arrestation d'un coupable, mais par la lumière. Les ombres ont fui, Hastings, et c'est peut-être cela le vrai triomphe. Je hochai lentement la tête. Oui, il ne restait plus que le silence. Un silence propre, vidé de son poison, prêt à accueillir une nouvelle page. Mais une page que, pour beaucoup, il serait difficile d'écrire. Elle partit au petit matin, sans prévenir. Pas de lettres, pas de mots, pas même un regard en arrière. Un valet nous informa qu'elle avait été vue traversant le jardin à l'aube, une simple valise à la main, le manteau serré sur les épaules. Elle a refermé le livre, murmura Poirot. Je ressentis une étrange tristesse à cette idée. Aïcha avait été un fil discret mais solide dans cette tapisserie de mensonges et de blessures. Elle avait vu, su, mais n'avait jamais accusé. Et lorsqu'elle avait enfin parlé, ce fut non pour dénoncer, mais pour libérer. « Où ira-t-elle » demandai-je. Poirot haussa légèrement les épaules. Peut-être vers le sud, ou vers une ville sans passé. Mais qu'importe. Elle porte en elle la mémoire de son père, celle d'un homme trahi, et le poids d'une vérité longtemps murée. Je pensais alors que certaines douleurs n'exigent ni vengeance ni pardon. Elles demandent seulement à être reconnues. Et Aïcha, par son silence, avait crié plus fort que tous les juges réunis. Dans le train du retour, je demeurai pensif un long moment, le regard fixé sur les paysages défilant par la fenêtre. Poirot, installé en face de moi, semblait absorbé dans un article du Times, mais je savais qu'il réfléchissait tout autant que moi. Une affaire bien étrange, dis-je enfin. La vérité, oui, mais la justice, je ne suis pas certain de l'avoir vue. Poirot replia le journal, croisa les doigts, puis répondit avec lenteur. « Parce que vous pensez que la justice ne se manifeste que dans les tribunaux, Hastings, alors que souvent, elle vit dans l'âme. » Je fronçai les sourcils. « Vous excusez cet homme, alors ? Je ne justifie rien, mais je comprends. Il n'a pas tué par cupidité, ni par jalousie. Il a agi comme on accomplit un devoir ancien, dont le monde avait perdu le souvenir. Je restai silencieux un moment. Et cela suffit à laver un meurtre ? Poirot me regarda longuement. Non, mais cela change la nature du crime. Il y a des fautes froides et des fautes brûlantes. Celle-ci était faite de cendres encore rouges. Je ne trouvais rien à répondre.
car au fond de moi, une part compatissante comprenait ce que Poirot exprimait, et peut-être cela m'effrayait un peu. Quelques jours plus tard, nous repassâmes par le manoir. Une formalité, une visite de clôture. Les lieux étaient désormais inhabités, livrés à un silence que nul ne troublerait plus. Poirot s'arrêta dans le salon, devant la cheminée. Les cendres y reposaient encore. Nul domestique n'avait osé les balayer. Je le vis s'agenouiller lentement, non pour les toucher, mais simplement pour les contempler. Il y a des cendres qu'on efface, dit-il doucement, et d'autres qu'on doit laisser là, comme mémoire. Pas pour glorifier l'acte, mais pour ne pas l'oublier. Il se releva, le regard grave. Ces cendres-là, Hastings, je les laisse. Je compris alors que pour lui, ce n'était pas un simple résidu de feu, c'était un vestige de conscience, le rappel d'un drame trop ancien pour être puni, mais trop juste pour être effacé. Nous sortîmes sans bruit. Et pour la première fois, je sentis que Poirot avait clos un mystère, sans fermer le livre. Le train nous ramena vers Londres, et chacun retrouva peu à peu son mutisme. Mais en moi subsistait une question sans réponse, que j'osai enfin poser à mon ami. « Dites-moi, Poirot, jusqu'où peut-on aller par amour ou par loyauté ?» Il ne répondit pas tout de suite, puis lentement. « Jusqu'à se perdre soi-même, Hastings, jusqu'à devenir l'ombre de celui qu'on a voulu défendre. » Je baissai les yeux. Cette histoire n'avait pas de coupable simple, ni de victime unique. Elle était faite de mémoires, de blessures anciennes, de fidélité silencieuse. Poirot se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Mais vous posez la bonne question, mon ami, et cela, c'est déjà beaucoup. Alors je vous la pose, à vous aussi, cher lecteur. Jusqu'où iriez-vous? Par amour? Par loyauté? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lirai chaque mot, comme on lit une vérité murmurée au coin d'un feu éteint. Et si ce récit vous a touché, laissez un signe, un like, un partage, un abonnement, pour continuer ensemble à explorer les mystères feutrés de l'âme humaine. Car parfois, le silence contient plus de justice que 1000 juges réunis. Parfois, les cendres ne disent pas ce qui a brûlé, mais ce que l'on a voulu oublier. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour réparer une trahison ancienne? Dites-le-moi en commentaire. Laissez un like si l'histoire vous a touché. Abonnez-vous pour en découvrir d'autres. Et partagez cette énigme avec ceux qui aiment réfléchir dans le silence. Il reste toujours, dans l'air, une odeur de vérité que le feu n'a pas pu consumer.